Hey, salut Sam! Change de vitesse, Max, t'es en train de gaspiller toute ton énergie là! Ah, c'est beaucoup mieux! Attention! On va pas dire que tu conduises de façon intelligente, toi. Comment ça? Bah, t'as pas entendu parler de la conduite économique ou de la conduite rationnelle? Ah, ça! Mais c'est pour les véhicules à moteur. C'est une méthode pour réaliser des économies de carburant. Et de pneumatiques et de freins. Oui, tout à fait. C'est un style de conduite parfaitement adapté à la technologie moteur. C'est pour ça qu'il faut bien connaître sa monture. Mais c'est aussi conduire en sécurité tout en optimisant sa vitesse commerciale. Conduire intelligemment, quoi. Et c'est aussi bon pour l'environnement. Ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et également de réduire le bruit du véhicule. Mais ça n'est pas si vilain que ça à appliquer lorsqu'on a 40 tonnes à déplacer. Hein. Alors par contre, sur un vélo, c'est plus facile. Oui, je sais, Sam, hein, c'était juste pour expliquer. Hein. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Oh non, vous n'allez pas recommencer les frangins. Expliquez-moi plutôt ce qu'est l'énergie. Parce que pour conduire intelligemment, il faut tout d'abord éviter de gaspiller son énergie. Si je me rappelle bien, en physique, l'énergie, c'est la capacité d'un système à produire un mouvement, ou de la lumière, ou de la chaleur. Oui, Max. Et l'énergie est l'un des concepts de base de la physique. Grâce à une propriété fondamentale, le principe de conservation de l'énergie. Ah oui, on ne peut pas créer d'énergie. Ni la faire disparaître d'ailleurs. C'est ça, on peut simplement transformer une forme d'énergie en une autre. Par exemple, les réactions chimiques dans les muscles permettent de les faire bouger et donc de se déplacer. Donc, le muscle transforme l'énergie chimique en énergie mécanique, puis en énergie cinétique. En énergie cinétique? Oui, c'est l'énergie d'un corps en mouvement, on peut l'associer à la vitesse. Plus on va vite, plus on a d'énergie cinétique. D'accord. Mais puisqu'on ne peut pas créer d'énergie, d'où vient l'énergie consommée par les muscles? Elle vient de notre carburant, c'est-à-dire des aliments que nous mangeons. Et à chaque effort, on consomme l'énergie contenue dans notre organisme. Hein, Sam? Oui, Max, et c'est exactement ce qui se passe derrière la calandre de ce véhicule. Le moteur fonctionne également grâce à une réaction chimique qui utilise de l'air et du carburant. C'est la combustion de ce mélange qui provoque le déplacement du piston. En descendant, il fait tourner le vilebrequin qui va, à travers une transmission mécanique, faire tourner les roues, ainsi qu'un alternateur qui va produire de l'électricité. Plus on appuie sur l'accélérateur, plus le gasoil arrive abondamment et donc on consomme davantage. Ouais, c'est vrai ça. Plus je pédale vite et plus je me sens vidé. Donc le carburant est la seule énergie que l'on peut utiliser pour faire avancer ce véhicule. La seule, oui, si le véhicule est à l'arrêt. Ah, et s'il est en mouvement? Alors dans ce cas, on peut utiliser l'énergie cinétique. Dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, l'injection est coupée. On ne consomme plus de carburant du tout, mais le véhicule continue toujours à avancer. C'est l'énergie cinétique, la masse du véhicule en mouvement qui fait avancer le véhicule. Et plus le véhicule est lourd, plus l'énergie cinétique est importante, car l'énergie cinétique dépend de la masse et de la vitesse. Par exemple, Sam, si je roule à la même vitesse que toi, et qu'on lâche les pédales en même temps, je vais m'arrêter bien avant toi. Oui, Max, je vais parcourir une distance 10 fois plus grande que toi. Et c'est le chargement du véhicule qui le fait avancer. Ah bon? Mais pourtant, un poids lourd chargé pèse 1000 fois plus qu'un cycliste, alors il devrait parcourir une distance 1000 fois plus grande. Ouais, ça serait vachement bien ça. Mais ce que tu oublies, ce sont les frottements ainsi que la résistance de l'air. Et oui, moi j'ai très peu de frottements, une chaîne et deux roues fines, donc très peu de contact au sol. Ouais, ce n'est pas le cas d'un poids lourd, avec sa transmission mécanique qui engendre des frottements et ses 12 pneus larges qui offrent une forte résistance au roulement. Il est vrai qu'une bonne pression permet de supporter la charge. En effet, une pression adaptée à la charge limite les déformations du pneu qui génère alors moins de chaleur et donc moins d'énergie. Ainsi, avec la bonne pression, on optimise la consommation de carburant. Il faut donc très régulièrement veiller à ajuster la pression des pneus à la pression recommandée par le constructeur DAF, suivant bien sûr la charge transportée. Nos essais ont mis en évidence une perte annuelle de 900 € en carburant pour un bar de moins dans tous les pneus d'un ensemble routier de 40 tonnes. Un bar de moins représente à peu près 50 000 km en moins pour le pneu. Et ça, c'est pas rien. Réduire les frottements, ok. Mais qu'en est-il de la résistance de l'air ? Quand on cherche à rendre un camion le plus aérodynamique possible, chaque détail a son importance. Ah oui, il faut bien vérifier la tension de la bâche. Évidemment.
Et il faut bien régler les déflecteurs et les extensions latérales. Il faut également utiliser les accessoires électriques avec raison. Cette affirmation fait aussi appel à la physique élémentaire. Il n'y a pas de source d'électricité sans énergie, et la seule énergie à bord de votre véhicule, c'est le carburant. Allumer les feux, par exemple, fait consommer plus de carburant que de rouler feu éteint. En effet, Sam, je dois forcer davantage sur les pédales pour avancer à la même vitesse. Et les rampes de feu supplémentaires installées sur la cabine, non seulement font consommer plus d'électricité, mais en plus jouent un rôle non négligeable sur l'aérodynamisme du véhicule et peuvent augmenter la consommation de 10%. Donc, tous les appareils électriques à bord, tels que la radio, les essuie-glaces et la climatisation, participent à faire consommer plus. Oui, bien que la plupart de ces accessoires soient des éléments de sécurité imposés par le code de la route. Certains, comme la climatisation, ne le sont pas. Donc, dans la chasse au gaspillage, la climatisation est l'un des grands ennemis. Mettre la clim en marche se solde facilement par 2% de consommation de carburant en plus. C'est vrai, et fatalement, la météo joue un grand rôle dans l'économie de carburant. Que ce soit la pluie ou le vent, il n'y a pas de solution miracle, il faudrait ralentir. Mais bon. Dommage. Hallo Sam. Umschalten, Max. Du vergeudest ja deine ganze Energie. Oh ja, so ist viel besser. Achtung! Man kann nicht gerade behaupten, dass du eine sonderlich intelligente Fahrweise hast. Wie meinst du das? Na, hast du noch nichts von umweltbewusstem oder umsichtigem Fahren gehört? Ja, aber das ist doch was für Motorfahrzeuge. Eine Methode, um Kraftstoff zu sparen. Und um Reifen und Bremsen zu schonen. Ja, genau. Das ist ein perfekt der Motorentechnologie angepasster Fahrstil. Und darum sollte man seinen fahrbaren Untersatz gut kennen. Aber das bedeutet auch sicheres Fahren durch Optimierung der Durchschnittsgeschwindigkeit. Naja, eine intelligente Fahrweise eben. Und das ist auch gut für die Umwelt. Es ermöglicht die Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen und bedeutet natürlich auch Lärmreduzierung. Naja, aber das lässt sich nicht so leicht umsetzen, wenn man 40 Tonnen zu transportieren hat. Erklärt mir lieber, was Energie bedeutet. Denn für einen intelligenten Fahrstil sollte man es zuerst vermeiden, seine Energie zu verschwenden, oder? Wenn ich mich an den Physikunterricht zurückerinnere, dann ist Energie die Fähigkeit eines Systems, Bewegung oder Licht oder Wärme zu erzeugen. Ja, Max, und Energie ist eines der Grundkonzepte der Physik, dank einer Grundeigenschaft, das Prinzip der Umwandlung von Energie. Ach ja, Energie kann man weder erzeugen, noch kann man sie verschwinden lassen. Genau. Man kann lediglich eine Form von Energie in eine andere umwandeln. Die chemischen Reaktionen in den Muskeln zum Beispiel ermöglichen die Bewegung und somit das Vorwärtskommen. Der Muskel wandelt also chemische Energie in mechanische und dann in kinetische Energie um. In kinetische Energie? Das ist die Energie eines Körpers, der in Bewegung ist. Man kann sie mit der Geschwindigkeit vergleichen. Je schneller man ist, desto mehr kinetische Energie hat man. Wenn man aber doch keine Energie erzeugen kann, woher kommt dann die von den Muskeln verbrauchte Energie? Sie kommt von unserem Kraftstoff, das heißt von dem, was wir essen. Und bei jeder Anstrengung verbraucht man die in unserem Organismus enthaltene Energie, nicht wahr, Sam? Ja, Max, das ist genau das, was hinter dem Kühlergrill dieses Fahrzeugs passiert. Der Motor funktioniert dank einer chemischen Reaktion zwischen Luft und Kraftstoff. Die Verbrennung dieser Verbindung ermöglicht die Bewegung des Kolbens. Bei der Abwärtsbewegung bringt er die Kurbelwelle zum Drehen, was über eine mechanische Kräfteübertragung die Räder zum Drehen bringt und einen Generator zur Erzeugung von Elektrizität antreibt. Je stärker man auf das Gaspedal drückt, desto mehr Treibstoff fließt ein und desto mehr verbraucht man folglich auch. Naja, das stimmt, ja. Je schneller ich in die Pedale trete, desto ausgepowerter fühle ich mich. Dann ist Treibstoff also die einzige Energie, die man für das Vorwärtskommen dieses Fahrzeugs verwenden kann? Ja, die einzige, wenn das Fahrzeug hält. Und wenn es fährt? Also in dem Fall kann man die kinetische Energie einsetzen. Sobald man den Fuß vom Gaspedal nimmt, wird die Zufuhr gestoppt. Man verbraucht überhaupt keinen Treibstoff mehr und das Fahrzeug rollt trotzdem weiter. Die kinetische Energie, die Masse des Fahrzeugs, das in Bewegung ist, treibt es voran. Und je schwerer das Fahrzeug ist, desto wichtiger ist die kinetische Energie. Denn die kinetische Energie hängt von Masse und Geschwindigkeit ab. Also Sam, wenn ich zum Beispiel genauso schnell fahre wie du und wenn wir dann beide gleichzeitig die Pedale loslassen, dann werde ich wesentlich schneller als du zum Stehen kommen. Ich komme 10-mal so weit wie du und das wegen der Ladung des Fahrzeugs. Die bringt es nämlich voran.
Aber ein LKW mit Ladung wiegt doch 1000 Mal mehr als ein Fahrradfahrer. Also müsste er doch 1000 Mal weiterkommen. Du vergisst aber die Reibung und den Luftwiderstand. Ja klar, bei mir gibt es sehr wenig Reibung. Eine Kette und 2 kleine Rädchen, also sehr wenig Bodenkontakt. Das trifft nicht zu bei einem LKW mit dessen mechanischer Kräfteübertragung die Reibungen erzeugt und dessen 12 breiten Reifen, die beim Fahren einen starken Widerstand darstellen. Ja, es stimmt. Ein guter Druck ermöglicht eine bessere Lastenverteilung. Ein der Ladung angepasster Druck verringert in der Tat die Verformung der Reifen, die dadurch weniger Wärme, das heißt weniger Energie erzeugen. So optimiert man mit dem richtigen Druck also den Kraftstoffverbrauch. Daher sollte man regelmäßig darauf achten, den Reifendruck dem vom Hersteller DAF empfohlenen Druck anzupassen. Und dies natürlich unter Berücksichtigung der Ladung. Bei einem 40-Tonner ergaben unsere Tests eine jährliche Treibstoffeinsparung von 900 € bei einem Bar weniger in allen Reifen. Ein Bar weniger entspricht ungefähr 50.000 Kilometer weniger für den Reifen. Und das ist nicht gerade unerheblich. Die Reibung verringern. Okay, aber was ist nun mit dem Luftwiderstand? Wenn man einen LKW so windschnittig wie möglich machen möchte, dann zählt jedes Detail. Oh ja, man muss ganz genau die Spannung der Plane überprüfen. So sieht es aus. Man muss die Spoiler und die Seitenverlängerungen richtig einstellen. Außerdem muss man elektrisches Zubehör vernünftig einsetzen. Diese Behauptung bezieht sich auf die Elementarphysik. Es gibt keine Energiequelle ohne Energie. Und die einzige Energie an Bord eines Fahrzeugs ist der Treibstoff. Bei angeschaltetem Licht verbraucht man zum Beispiel mehr Kraftstoff, als wenn man ohne Licht fährt. Das ist wahr, Sam. Ich muss viel mehr in die Pedale treten, um in derselben Geschwindigkeit voranzukommen. Und die zusätzlich auf der Kabine montierten Scheinwerferblenden verbrauchen nicht nur mehr Strom, sondern spielen auch eine nicht unerhebliche Rolle für die Aerodynamik des Fahrzeugs, was den Kraftstoffverbrauch um 10% erhöhen kann. Das heißt also, dass sämtliche Elektronik im Fahrzeug, wie Radio, Scheibenwischer und Klimaanlage, zu einem erhöhten Verbrauch beitragen? Obwohl das meiste Zubehör von der Straßenverkehrsordnung vorgeschriebene Sicherheitselemente sind. Einige, wie die Klimaanlage, gehören nicht dazu. Dann ist die Klimaanlage, also beim Kampf gegen die Energieverschwendung, einer der größten Gegner. Schaltet man sie ein, so erhöht das den Treibstoffverbrauch mal eben um 2%. Das ist richtig und zwangsläufig spielt auch das Wetter bei der Kraftstoffersparnis eine Rolle. Wenn es regnet oder windig ist. Dafür gibt es keine Ideallösung. Man muss halt langsamer fahren. Aber naja. Schade.